mission de libération d'otages, c'est vraiment la finalité de notre métier. C'est des gens qui sont armés, ils sont dangereux pour les otages, ils vont l'être pour nous. C'est l'opération de la dernière chance. Donc on doit y arriver coûte que coûte. C'est comme ça. C'est une opération très audacieuse. Elle est libérer des otages en pleine mer à 7000 km de la France. À l'instant T, il faut être au bon endroit, parce que c'est une question de seconde. Ces liens très forts qui nous lient et qui nous soudent entre nous, ils sont primordiaux. On avait toujours en tête les otages qui étaient sur leur voilier. On ne savait pas dans quel état ils étaient, donc il fallait qu'on y aille. Cette opération est certainement même plus intense humainement quand je repense au visage de Jean-Yves et Bernadette Delanne. Le vendredi 13 juin 2008, Jean-Yves Delanne appareille depuis la petite ville de Bundaberg, en Australie, sur un voilier de 17 mètres. Son nom, le Carédas 4. Le Carédas est un bateau français qui appartient à un propriétaire qui a fait le tour du monde plusieurs fois. Il a eu beaucoup de bateaux comme ça et il avait besoin de ramener ce bateau depuis l'Australie jusque vers la Tunisie. À 60 ans, ce capitaine de la marine marchande, au caractère bien trempé, a sillonné toutes les mers du monde. Il en connaît les dangers, les vents contraires et la force des courants. Sur l'île de Tahiti, où il habite depuis l'âge de 20 ans, Jean-Yves Delanne s'est spécialisé dans le convoyage de voiliers. Sa femme, Bernadette, l'accompagne parfois dans ses longues traversées. J'ai pris ma retraite en janvier 2005 et j'ai fait un convoyage avec Jean-Yves. Après, j'ai fait un autre convoyage avec Jean-Yves 2 ans après, je crois, de Barcelone-Tahiti. Et le Carédas, c'était le 3e. 12 000 km, 4 mois de navigation pour rejoindre la Méditerranée depuis l'Australie. Le couple en profite pour visiter les mers du Sud. Première destination, Darwin, sur la côte nord australienne. Puis, les îles paradisiaques de Coco Keeling, où le Carédas s'arrête au mouillage quelques jours. De là, pour rejoindre la Tunisie, 2 possibilités s'ouvrent à Jean-Yves Delanne. D'un côté, la route maritime par le cap de Bonne-Espérance, de l'autre, le golfe d'Aden, pour rejoindre le canal de Suez. Moi, je voulais passer par Bonne-Espérance et c'est l'assurance qui m'a dit non, vous ne pouvez pas passer par Bonne-Espérance, vous devez passer par le golfe d'Aden et la mer Rouge. C'est une question d'assurance. Le 16 août, le Carédas repart de l'île de Chagos, où il vient d'effectuer son dernier mouillage dans l'océan Indien. Direction la Corne de l'Afrique et le golfe d'Aden. Au lever du jour, le voilier passe le cap Garde-à-Fuy, la pointe avancée de la Corne d'Afrique. Quand il y a la mousson de sud-ouest, le vent est fort sur le continent africain et déplace de la poussière du désert. Et donc, au milieu du golfe d'Aden, on a une espèce de smoke qui est due au sable très fin, la poussière, et donc une visibilité réduite. Jean-Yves Delanne est sur ses gardes. Le secteur a mauvaise réputation en raison des pirates somaliens qui patrouillent à la recherche d'une cible. Dans cette région-là, il y a des actes de piraterie au quotidien. Quand il y a plus d'une dizaine de bateaux qui sont déjà piratés, tous les jours ça arrive. Alors cette nuit, le Carédas a navigué tout feu éteint et le couple garde les yeux rivés sur le radar. Quand je me suis levée à 8h, Jean-Yves était déjà en place. Elle m'a dit, fais gaffe quand même, il y a des bateaux derrière. Je suis en train de surveiller un navire qui arrive vers moi, qui a un gros navire sur le radar. Et je pensais que, justement, s'il y a des gros bateaux, c'est qu'il n'y a pas de problème, quoi. Là, je vois les speedboats arriver, à toute vitesse. Des pirates et pirates. Je bondis
dans le cockpit, je mets l'accélérateur à fond. La façon dont ils sont arrivés tellement vite et qu'ils sortaient de la brume, ça va très vite, très vite, très vite. Malgré tout, les pirates arrivent à nous rattraper. Il y en avait un au milieu qui avait une Kalachnikov qui tirait en l'air. Et au moment où ils ont touché le carré d'as, j'ai filé un grand coup de barre dans leur direction, ce qui les a déstabilisés. Mais le jeune qui est à l'avant arrive à bondir à bord du carré d'as et il crie seulement stop et il tire dans le pont. Je me suis accroupie. Et puis j'ai dit à Jean-Yves, stop, stop. Et j'ai à peine le temps de déclencher la balise de détresse et d'appeler un Médée dans la VHF. L'appel de détresse a bien été reçu. 2 heures plus tard, un avion militaire américain survole le carré d'as. Il repère le voilier, mais surtout les 3 skiffs somaliens dans son sillage. Aucun doute n'est plus permis, le voilier est bien victime d'un acte de piraterie. Quelqu'un vient vous dire, mon général, nous avons une prise d'otage. Nous essayons de rassembler le maximum de renseignements, le maximum d'informations pour être en mesure très vite de proposer au président de la République un mode d'action. Parce que les choses vont très vite. Jean-Louis Georgelin réunit le conseil restreint autour du chef de l'État, Nicolas Sarkozy, et son ministre de la Défense, Hervé Morin. La responsabilité, la décision d'engager les forces en vertu de la Constitution, c'est le président de la République, c'est personne d'autre. Mais on est dans un système où la prise de décision est très collective. Chaque personne est appelée à se prononcer. En l'espèce, si vous voulez, il faut montrer aux pirates et au monde que la France n'abandonne pas ses citoyens où qu'ils soient et qu'elle est en mesure d'agir pour obtenir la libération de ses otages. Et que cette volonté, elle peut aller, si c'est nécessaire, jusqu'à l'emploi de la force. Nous décidons de mettre en place un dispositif militaire dont la première finalité est de réagir en cas d'urgence. Une des caractéristiques importantes, c'est le fait que nous disposions de manière permanente de forces à Djibouti qui nous ont permis d'envoyer sur place très vite, les moyens aériens, navals et humains nécessaires à partir de Djibouti. Les moyens qui sont sur place, ce sont les bateaux de la marine qui sont déployés en océan Indien et en mer Rouge, dont la frégate Courbet à ce moment-là. Le Courbet, une frégate furtive de la marine française, patrouille dans les eaux du golfe d'Aden depuis plusieurs semaines. Ce navire de guerre est spécialement conçu pour préserver les intérêts de l'État français sur les espaces maritimes outre-mer. Dès le 3 septembre, ordre est donné au navire Le Courbet de rejoindre la position du carré d'as, tout en restant le plus discret possible. Ce qui a été choisi dès le départ, c'est de rester à distance suffisamment importante du voilier pour ne jamais être vu, ne jamais être entendu, pour privilégier au maximum l'effet de surprise au moment où on aura à intervenir. À partir du moment où les pirates n'ont pas le sentiment qu'ils sont suivis, n'ont pas vu de bâtiments français, n'ont pas vu d'Atlantique, d'avions de repérage, ordre est donné au Courbet de rester sous l'horizon. Sous l'horizon, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres du carré d'as. À cette distance, la frégate Courbet est parfaitement invisible pour les pirates, quelle que soit la météo. Cette frégate furtive, indétectable au radar, suit à la trace le voilier et se prépare désormais à l'arrivée des forces spéciales depuis la métropole. Je reçois un coup de téléphone de l'unité qui me dit « On a besoin de toi, il faut que tu rentres, on prépare quelque chose, il faut que tu sois là assez rapidement. » Il nous explique que le carré d'as a été pris en otage
et que, vraisemblablement, on doit préparer les affaires pour être déployés le plus rapidement possible. Et nous pensons bien sûr au nombre d'otages, les risques encourus. On sait que ça ne va pas être simple et qu'il ne faut pas se rater sur ce type d'opération. C'est toujours gratifiant d'être retenu pour une mission. Et on vit que pour ça, en fait. Ouais, on a envie d'y aller. Donc tout le monde est motivé, tout le monde est dans les starts. Et là, on est prêt à partir. Ces 25 militaires qui partent vers le continent africain font tous partie du commando Hubert, une des unités les plus mythiques de l'armée française. Regroupant l'ensemble des capacités militaires des forces spéciales, ces nageurs de combat interviennent en dehors du territoire national et jusqu'aux 4 coins du globe. Autonomes, furtifs et mobilisant une poignée d'hommes sur le terrain, ces commandos agissent en toute discrétion dans les interventions les plus délicates et les plus secrètes. Le contre-terrorisme et la libération d'otages, c'est le cœur de notre métier. Et on a tout particulièrement ce pendant maritime qui nous est propre, qui est très difficile à acquérir. Et on a une certaine expérience de la conduite de ce genre d'opération sur des navires. Nous atterrissons à Djibouti. À partir de là, on n'a pas vraiment le temps de boire un café ou quoi que ce soit. Pour gagner un maximum de temps, les commandos vont être parachutés directement en pleine mer, à proximité du Courbet. On est entraîné depuis tout petit à sauter. C'est le moment de le mettre en œuvre. C'est une méthode qui marche parce qu'elle a été éprouvée depuis des générations de générations. C'est sûr, c'est efficace, c'est rapide. Il faut s'imaginer le navire de guerre qui est en mer juste en dessous de nous. Et nous, dans l'avion, on nous balance les uns après les autres en mettant entre nous une caisse étanche et on fait sortir un peu tout le monde au fur et à mesure. En moins de 20 minutes, les 30 hommes du commando Hubert et plusieurs tonnes de matériel sont à bord de la frégate. 48 heures après avoir appris la nouvelle de la prise d'otage, on est sur place, on est sur zone. À peine changé, à moitié séché, nous sommes en train de tout préparer pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. On est un peu dans une course contre la montre, puisque pendant tout ce transit entre la métropole et puis la frégate, eh bien, le voilier, lui, il avance. Il est poussé par les courants, il est poussé par son moteur, il est poussé par le vent. Et puis, il faut donc arriver le plus vite possible pour se mettre dans les meilleures conditions pour agir. Pendant ce temps, à bord du Carré d'As, le couple de Lannes fait connaissance avec ses ravisseurs. We are not gangsters, je crois, c'est le mot qu'il a employé. We are kidnappers. Oui. il y a une nuance. Alors donc, en fait, pour eux, il y a une nuance. Ils sont pas méchants. Ils sont juste, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Moi, j'étais cramponnée à Jean-Yves et j'étais là. Je suis là à le tenir. Et puis après, ça va vite. Carré d'As était envahi de pirates. Ils allaient partout, ils fouillaient pas, ils prenaient les fringues, ils se servaient, quoi. Ils ont pris les fringues, ils ont pris des douches.
Le chef du commando arrive avec un compas qui pose sur le tableau de bord du carré d'as et il m'ordonne de faire cap au 120. Voilà. Au cap 120, c'est la côte somalienne, à moins de 100 km du voilier. En haute altitude, un avion de reconnaissance de type Atlantique surveille en permanence la progression du carré d'as. Le voilier s'approche dangereusement des terres somaliennes et les autorités craignent que la situation leur échappe. Il y a une espèce de pression qui est d'un côté de se dire il faut agir avant que les otages soient à terre. Une fois qu'ils seront à terre, ça devient infiniment plus compliqué. Cela fait des années que les pirates prennent des otages occidentaux dans cette zone. Et quand ils sont amenés à terre, ils sont amenés dans leur fief, dans des villages très sécurisés, où tous les pirates se regroupent, parce que c'est une affaire de clan aussi. Et à partir de là, c'est un problème d'aller les récupérer. Et en même temps, les pirates, eux, savaient que le moyen d'assurer leur sécurité et le moyen de réussir leur opération, c'était d'arriver sur Terre. Le 4 septembre 2008, le carré d'as jette l'ancre face à Abot, un village de pêcheurs de la région somalienne du Puntland. À bord, le couple attend la visite d'un certain Chiré, le commanditaire de la prise d'otages. On voit arriver donc toute une population, parmi lesquels donc le chef des pirates, bien habillé, bien gras, bien gros, avec des bijoux partout, et qui me présente l'interprète, Yacoub. Nobody speaks in English. The pirate say, I need to help us to make an interpret. There is a risk in this condition, but easily I say, okay. Sure, he's a great man. He's a chef of the pirates, and is one who financed the boat to catch and to bring him. Right now, he's the one who have the big dangerous for us. When we were doing this. Le chef des pirates m'invite à descendre dans le carré. Il me dit, il n'y a pas à vous inquiéter, on ne vous fera pas de mal, on veut seulement 4 millions de dollars. Et nous précisons bien que s'il voyait le moindre avion militaire ou bateau militaire, il nous tuait, quoi. Quand même, il ne vous fait pas de mal, mais il nous tuait. Ce dont Jean-Yves Delanne ne se doute pas, c'est qu'au même moment, les militaires sont effectivement très proches de son voilier. Car quelques heures seulement après l'arrivée sur le Courbet, le commando Hubert s'est engagé dans une première mission de reconnaissance. Très rapidement, il est important pour nous, effectivement, de savoir si les Delanne sont toujours à bord du voilier, s'ils sont en bonne santé. On va s'approcher à une distance raisonnable de la cible sur nos petites embarcations pneumatiques, de façon à recueillir de nuit des informations clés pour la conduite de l'opération. Pendant plusieurs heures, et en toute discrétion, les commandos marines parviennent ainsi à identifier formellement le carré d'as. On n'agit pas immédiatement parce que déjà, on veut maximiser les chances d'avoir tous les facteurs les plus favorables pour la conduite de l'opération. Donc on prend le temps, autant que la situation le permet, puisque la vie des otages nous semble pas mise en danger à ce moment-là. Quelques heures plus tard, Jean-Yves Delanne reçoit un appel. Un homme qui se fait passer pour son cousin lui propose de négocier la rançon directement avec les preneurs d'otages. C'est notre négociateur qui, dès les premières communications, dit « Je suis votre cousin, quelqu'un de ma famille qui est chargé de récolter les fonds. » Le cousin fictif est en réalité un négociateur du Quai d'Orsay, agissant en sous-main au nom du gouvernement français.
There is a negotiation between Chouet and the French authority. When the real negotiation comes, is himself and say the war is what he wants for him. Les pirates sont ouverts à la discussion, donc on peut se permettre de prendre le temps, de mener de plus en avant notre réflexion. Une opération de libération d'otages ne se fait pas à la va-vite. Rien n'est laissé au hasard. Tout est mis et tout est pensé pour que la mission réussisse. Sur le Courbet, la préparation de l'opération s'organise jusque dans ses moindres détails. Le commando Hubert imagine une série de scénarios afin d'anticiper toute conjoncture nouvelle ou inattendue. Nous avons pris la plage arrière du Courbet et nous avons dessiné à la craie le bateau entièrement à l'échelle réelle pour pouvoir s'entraîner dessus. Allez, c'est parti. Hop, ça part. Là, tu descends l'échappée. Ok. On parle de drill, c'est le fait de répéter les mêmes gestes, de se mettre en situation, et chaque opérateur conduit le déroulé d'investigation du voilier en répétant chaque geste. Tu vas à gauche, tu vas tout droit, vers la cabine. Ok. Ça nous permet d'acquérir en fait ce qu'on appelle des actes réflexes. Allez, c'est parti. On n'a plus besoin de réfléchir à la façon dont on va monter, à la façon dont on va se poster, à la façon dont on va tirer ou on va réagir face à un coup de feu. Et ça devient des automatismes. Il n'y a plus qu'à analyser la situation et laisser ensuite les réflexes parler. On recevait tous les jours des renseignements venant de la France et surtout le plan intégral de l'intérieur du bateau avec les mesures exactes. Les ouvertures de portes. Quel type de porte il y a, quelle épaisseur? Est-ce qu'on doit utiliser la démolition? Est-ce qu'on peut le péter avec une masse, avec un bélier? Les dimensions, les tailles des voiles, est-ce qu'il y a quelque chose qui va fermer, un taux qui va nous empêcher de monter? Quelle est la hauteur de la marche sur l'arrière du bateau? Tous ces détails qui en fait n'en sont pas parce que c'est ce qui peut nous faire buter, nous faire perdre des secondes, voire des minutes, et qui sont absolument précieuses au moment où on agit. À Abot, cela fait déjà 4 jours que le Carédas est au mouillage. À bord, la présence permanente et le comportement des pirates somaliens, dans un espace si exigu, commencent à peser sur le moral du couple d'otages. On était envahis de pirates, que ce soit les gardiens, que ça montait et s'installaient dans le cockpit. Et nous, on était dans le carré, donc ils regardaient. Un jour, j'arrive et dis non, on peut pas. J'arrive, pousser un grand coup de gueule. Les autres, ils ne connaissaient pas le cri de Jean-Yves. Quand Jean-Yves a hurlé, et ils sont sortis en courant du cockpit. He was a very fearless man, and just he was sometimes he getting angry, he insulted us, he saying whatever he want. Once a day he take the water from the sea. He say get down all of people, because he shut us. Bon, lui, il avait besoin de se défouler. Il faut que ça sorte. Mais une nuit, un soir, il y a un gars qui a failli tuer, qui tirait. Je crois qu'il a tiré, tellement il a eu peur de Jean-Yves. Et là, j'ai appelé Yacoub, j'ai dit vous allez perdre $1 million s'il veut me tuer, parce qu'il voulait me tuer. J'ai appelé Yacoub, j'ai dit ce gars-là, il faut le débarquer, sinon vous allez perdre $1 million. Effectivement, Yacoub a transmis et le gars était débarqué, on l'a jamais revu. Les réactions souvent imprévisibles des pirates inquiètent le couple de l'âne et font craindre aux militaires que la situation dérape à tout moment. En Somalie, les gens qui sont amenés à faire des actes de piraterie sont bien souvent de simples pêcheurs qui ont changé leur activité. Mais malgré tout, il y a une certaine culture tribale, une certaine culture de la guerre qui fait que ce n'est pas non plus des enfants de cœur. Mais ce que les militaires n'imaginent pas encore, c'est qu'un conflit est justement en train de naître entre les pirates. Et j'ai bien senti qu'il y avait deux clans, quoi, deux clans. Parce qu'il y avait quand même des esclandres entre eux, assez souvent, mais il y a eu des mots, même des coups de feu en l'air, les uns contre les autres. His group, I'm sure, there is a conflict because maybe they didn't agree with them how the money everybody take it, how much everybody take it. So maybe the shooter he want to take all the money.
Par peur d'être dépossédé de son butin, une partie des pirates prend alors une décision qui va bouleverser le cours des événements. À 1h du matin, Jacob il dit on s'en va, il faut partir. Jacob m'a dit on va aller dans mon village, où là il y a vraiment des professionnels pour la négociation, parce qu'ils trouvent que la négociation traîne. We are going to Aile because Aile is a big city. There is a lot of people we know together, and we can stay here according to the problem of Shira. He was a dangerous guy, but when we go to Aile, I want to escape from him, you know. Jacob me dit maintenant c'est moi le chef. C'est plus shérif là, c'est moi le chef. Dans le langage de la piraterie, cette rébellion contre le chef est en réalité une mutinerie. Les mutins veulent s'extraire au plus vite de la zone d'influence de Shiré pour rejoindre Aile, une bourgade côtière à 600 km au sud de la Somalie. On n'a aucune certitude, mais on se doute bien que c'est sa destination finale. Yel, c'est un port connu de la Somalie, c'est un vrai nid de guêpes. Si le voilier arrive à Yel, nous, on n'est plus en mesure de conduire une opération de libération d'otages. Et je ne parle même pas de la conduire dans de bonnes conditions, je parle de la conduire tout simplement. Donc là, il n'y a plus d'option. Il ne faut pas qu'ils quittent le bateau. Et à ce moment-là, la décision est prise d'aller les libérer. Notre stratégie, nous, on s'était fixé une limite en disant, quand on atteindra cette limite, il faudra choisir. Soit on intervient militairement, soit on laisse tomber. La limite est donc désormais fixée. Le Carédas ne doit en aucun cas rejoindre le village d'Aile, véritable repère de la piraterie somalienne. À bord du Courbet, le compte à rebours vient de commencer. Donc, on est parti. Alors, d'un autre côté, moi, j'ai dit, tiens, on sera en navigation. Ouf, on ne sera plus en face de la boat, on ne savait pas ce qui allait se passer. Partons, passons le cap, et là, on rencontre la mousson de Sud-Ouest. Et là, les choses changent au point de vue mer, ça devient très dur, les vagues sont serrées, le bateau tape. When I see first time, I get shocked at it and I get down inside to the boat and I rest in the boat because I can't work it because the boat is moving side to side. You know, there's a lot of water comes from the outside of the boat. Ils étaient malades, ils n'étaient pas bien, ils avaient froid, il y avait des embruns, ils étaient mouillés, et donc ils n'étaient pas dans leur élément. Jean-Yves Delanne comprend alors tout le profit qu'il peut tirer de la situation pour retarder l'arrivée au port d'Aile. Il propose aux pirates de se mettre à l'abri tout en exagérant le danger qui les attend en mer s'ils veulent poursuivre leur route. Justement, je leur avais dit que le bateau risquait de se casser. Vraiment, ils étaient terrorisés. Bon, Yacoub s'était encore enfermé à l'intérieur avec les coussins sur la tête et il essayait d'échapper à la vision de la mer déchaînée, parce que les autres étaient sur le pont, mouillés par les embruns. Et je crois que tout le monde était content lorsqu'on a pris la décision d'aller se mettre à l'abri. Et donc la deuxième pointe qui pouvait nous abriter, c'est le Ras Safoun. Le Ras Safoun est une péninsule de 40 km située à l'extrémité orientale de la Somalie. Le Carédas mouille au pied d'une grande falaise de près de 100 mètres de haut. Elle protège le voilier et ses occupants du vent violent qui sévit au large. Ils sont rassurés par la proximité de la côte, ils essaient de se reposer. Et donc, ce sont des circonstances qui nous paraissent les meilleures pour réaliser cette opération. Donc, sachant qu'on préférait les taper au mouillage, c'était vraiment la dernière opportunité, la dernière fenêtre.
On avait quand même de bonnes chances de réussir cette opération, et c'est ce que j'ai dit au chef d'état-major des armées. J'ai bien senti sa détermination et que pour lui, tout était clair. Et je suis revenu et j'ai dit au président, nous sommes prêts. Nicolas Sarkozy donne le feu vert, nous lançons l'opération. Et une fois que vous lancez l'opération, et vous avez dit au commandant de l'opération, go, c'est parti. Donc vous n'avez plus qu'à attendre le résultat. Sur la frégate Courbet, l'opération se prépare. Chaque détail est minutieusement discuté, vérifié. Les hommes du commando Hubert n'ont pas le droit à l'erreur. La vie du couple Delanne en dépend, mais aussi la leur. On se retrouve presque seul face à l'objectif, face à notre destin. En tant que chef, effectivement, on pense inévitablement à la vie des gens qu'on engage. On est une bande de potes. C'est-à-dire c'est des gens, c'est des professionnels qui sont passés par un moule assez sélectif avec lesquels on a l'habitude de s'entraîner. Il y a une confiance qui est absolument énorme. On ne sera jamais seul. Le groupe est soudé et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour assurer vos arrières, pour vous tendre la main si jamais vous fléchissez. Et donc c'est unique, on part face à ce genre d'opération. Au lancement de l'opération, les commandos ont bien sûr en tête l'objectif, le carré d'as et les preneurs d'otages. Mais avant d'y parvenir, une nouvelle épreuve les attend. À 20h, heure de la mise à l'eau, la météo s'annonce des plus défavorables. Dès la mise à l'eau, on prend des risques. Parce qu'on est en dehors des limitations qu'on nous impose à l'entraînement, qui nous sont imposées à l'entraînement. Mais on sait où on met les pieds. Le Courbet, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous rapprocher le plus possible, pour nous faire gagner de la distance. Mais à un moment, il ne faut pas compromettre la mission et se dévoiler. Donc il nous a laissé environ à 12 nautiques. 12 nautiques de l'objectif. 12 nautiques, soit 22 km. C'est la distance qu'il faudra franchir en pleine mer sur les embarcations pneumatiques qui accueillent les forces spéciales. Une formalité en principe pour ces commandos marines, particulièrement aguerris à ce type de navigation. Mais ce soir-là, les vents de la mousson du sud-ouest ont engendré une mer chaotique et particulièrement dangereuse. On lance l'opération dans des conditions qu'on n'aurait pas acceptées à l'entraînement. Donc vraiment très difficile, des creux très importants, où on se retrouve avec les petits zodiacs quasiment à la verticale lorsqu'on monte une vague. La mer, elle était démontée, les vagues venaient dans tous les sens. Tu prenais une vague de face, tu tombais, tu faisais une chute de 2-3 mètres, et dans la foulée, tu avais une vague qui venait sur ta droite, déferlante. Donc tu te prenais un paquet de mer sur la gauche, sur la droite ou sur la gauche, c'était vraiment chaud. Hein. Je me revois à passer mon temps à me jeter sur l'avant pour maintenir le matériel, pour mettre du poids sur l'avant, pour pas que le vent nous retourne, avec cette sensation d'être tout petit et d'être à la merci des vagues et du vent. Et vu la mer comme elle était constituée, s'il y a quelqu'un qui tombait à l'eau, on le perdait, c'était obligé. On ne pouvait pas se retourner, on ne pouvait pas voir. On s'est dit, s'il y a quelqu'un qui tombe, on ne peut pas le récupérer.
on n'est pas à l'abri de casse, on n'est pas à l'abri de se perdre. Même si c'est assez peu probable, mais quand on a des creux de 3 mètres, le bateau qui est à 10 mètres de là, assez régulièrement, on perd de vue. On se dit, des fois, on va jamais y arriver. Parce que on n'avançait pas et on était vraiment à la limite de l'utilisation des embarcations. Avec des creux de 4 mètres, la puissance des vagues met plusieurs fois en péril la longue phase d'approche du voilier. Plus les commandos progressent au milieu de cette mer déchaînée, et plus le carré d'as leur paraît loin, insaisissable. On a mis 5 heures pour faire 12 nautiques. Ça a été un des pires raids de ma vie. Mais le problème, c'est qu'il y avait plus le temps, il n'y avait plus d'autres options. C'était très certainement le dernier mouillage qu'ils allaient faire. Donc là, la question ne se pose plus. Pour eux, ça a été l'enfer. Ils étaient aux limites de ce qu'ils pouvaient faire, techniquement. Je pense qu'ils ont vécu l'enfer sur le raid. Lorsque vous avez des vagues, lorsque votre Zodiac il monte à la verticale, qui ressaute et qui retombe de l'autre côté, je suis admiratif. Admiratif du travail qui a été fait. Au bout de 5 heures, les Zodiacs parviennent enfin près de la zone où se trouve le carré d'as. Dans cette dernière phase, les commandos vont devoir redoubler de vigilance pour ne pas se faire repérer par les pirates. On approche le voilier au mouillage. On est suffisamment près de la côte pour être relativement à l'abri de la houle. Malgré tout, le vent souffle très fort. Donc il y a un bruit environnant qui est très fort. La pleine lune, la lune qui commence vraiment à éclairer très fort. Et donc on a l'impression d'être vu au milieu de la mer, au milieu de l'océan. La lune nous handicape potentiellement. Maintenant, là où est le navire au mouillage, il y a des falaises. On joue avec les ombres des falaises pour longer la côte et se rapprocher de l'objectif dans les meilleures conditions. Les moteurs sont assez silencieux, à bas régime. On a mis des grosses couvertures pour étouffer encore plus le bruit. Et avec la lune qu'il y avait, c'était très intéressant de progresser dans cette zone d'ombre jusqu'au plus près du carré d'as. On est à proximité de la cible. On a réussi à s'approcher à 200 mètres de la cible sans être détecté. On voit le carré d'as, on voit la sentinelle à bord. Tout se met en place. Je me souviens à bord de mon embarcation, personne ne parlait. Autant pendant la première phase de transit, on était obligé de crier par moments pour se parler parce que le vent soufflait fort. Autant là, il n'y avait plus un mot. Tout le monde était dans l'action et chacun savait ce qu'il allait faire au moment où notre embarcation, au moment où le Zodiac allait toucher le voilier. Et on attendait le dernier verre, le dernier accord. Pour mener l'assaut, les commandos sont encore suspendus à cette toute dernière autorisation. Un go ultime qui doit être lancé depuis la frégate Le Courbet. Mais problème, ce dernier accord n'arrive toujours pas. Et finalement, in extremis, on a pu établir la liaison et obtenir le verre final qui nous permettait de passer à la dernière phase, c'est-à-dire l'assaut sur le voilier. Quand le go ultime a été donné, il n'y a plus de communication. Comme si on était passé derrière la face cachée de la Lune. Les commandos marines sont partis à l'assaut, on attend le résultat. Et là, pendant ces 10 minutes, on laisse les commandos faire ce qu'ils ont à faire, on évite d'intervenir sur la fréquence et on attend le compte-rendu. Il est près de 4h30 du matin. Cela fait maintenant plus de 8 heures que les forces spéciales ont quitté la frégate. Mais ce sont les 10 prochaines minutes qui détermineront le succès ou l'échec de cette opération. À ce moment-là, on s'est tous regardés, on s'est tous serré la main. On s'est dit, allez, c'est parti. Il y avait une hyper-concentration et on arrivait à faire fi des éléments pour se concentrer dans l'action. On s'approche à vitesse vraiment très très lente du bateau, en attendant que la mise en place de la diversion se fasse. La diversion, c'est un tir qui est fait vers la côte somalienne, vers une falaise. Le but est de créer à l'instant choisi un gros flash. Cette diversion est censée attirer l'attention du ou des sentinelles qu'on s'attend à trouver à bord. Cette sentinelle, c'est un point bloquant pour la réussite de la mission. C'est un homme armé qui peut nous empêcher de monter à bord, qui était un facteur de risque important pour nous. Le tir de diversion sur la falaise donne le top départ. La sentinelle se lève, le tireur d'élite ajuste sa visée.
La sentinelle est traitée. Il bascule à l'intérieur. C'est le moment le plus fort et le plus court, et c'est le moment le plus important. Le premier Zodiac prend pied sur le carré d'as et l'équipe d'assaut monte à bord. C'est un balai qui est réglé dès le départ. Chacun son rôle, sa position, sa place. C'est très important. Quand on arrive dans la zone de danger, à un moment où on met les pieds sur le voilier, on n'a qu'une seule envie, c'est de libérer les otages, c'est que la situation revienne au calme. Je monte en 4e position. En fait, j'ai été désigné pour jeter la grenade à l'intérieur du bateau. On a un gros boom avec de la fumée et on commence à voir rentrer. When I heard the explosive, there is another guy who shouting. He say, "Ah, there is an attack! There is an attack!" I say, "What?" Ah oui, on a commencé à entendre tirer, enfin pétarader. On ne savait pas si c'était des grenades ou des tirs. Marine nationale, reste là, reste là! Les premiers opérateurs, ils se retrouvent évidemment face à des pirates dans le carré principal du voilier. Ils avaient quelques armes avec eux, mais ils n'ont pas eu le temps de s'en servir. Et puis ils ont rapidement compris qu'effectivement, ils perdaient la maîtrise de la situation. Dans le carré central, 2 preneurs d'otages sont immédiatement maîtrisés. Les commandos investissent l'ensemble du voilier. Il faut faire vite et trouver le couple d'otages avant les pirates. C'est vraiment le gros risque que les pirates se servent de boucliers humains des otages. On est sur un voilier, même s'il est au mouillage, ça tangue à gauche, à droite. Si on doit avoir à faire un tir pour neutraliser un pirate qui se sert de bouclier humain de monsieur ou de madame Delanne, c'est extrêmement complexe à réaliser. Ce scénario tant redouté est pourtant sur le point de se produire. Les 3 pirates ont réussi à rejoindre la cabine arrière du bateau, celle du couple Delanne. J'ai entendu Yacoub et même l'autre « Capitaine, capitaine, capitaine !» Il m'appelait. Moi, j'ai pas répondu et tout de suite, ils sont arrivés dans notre cabine. Les terroristes se précipitent dans la cabine propriétaire à l'arrière. Ils ont voulu aller vers les otages, peut-être pour s'en servir comme bouclier, on ne sait pas, mais malgré tout, ils sont allés vers les otages et ils ne les ont pas trouvés. Pendant ces quelques secondes de flottement, les pirates cherchent le couple. Arme nationale, en terre! Ils se retournent et ils sont déjà face à l'équipe d'intervention qui les braque avec leurs armes. Ils sentent immédiatement qu'ils sont impuissants et qu'ils sont faits. Leur réflexe est de lâcher les armes et de se jeter à plat ventre, les mains en l'air, en signe de reddition. Et là, j'ai vu 3 pirates sur le lit complètement apeurés, qui ne savaient pas du tout ce qui se passait, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, quoi. I didn't move anything. I didn't do anything. I stay in my place. Everybody gets down. One is already dead because the military, they shot him in the head. So we cannot do nothing. Nobody cannot move. If we make a movement, maybe they will kill us. À bord, les 5 pirates sont désormais sous la maîtrise des commandos. Reste à trouver Jean-Yves et Bernadette Delanne. En même temps que nous faisions l'investigation, nous appelions les otages par leur prénom pour savoir où est-ce qu'ils se trouvaient. On les appelle par leur prénom pour qu'ils sachent vraiment qu'on est français, qu'on est là pour eux. Jean-Yves, Bernadette, Madame Delanne, Monsieur Delanne. J'entends Monsieur Delanne, Madame Delanne. Il a appelé son collègue, a dit « Les Delanne ne sont pas à l'arrière ». L'autre a répondu « Les Delanne ne sont pas à l'avant. Où sont les Delanne ?» Et je vois le pied du commando. Je suis là, je suis là, je suis là. J'ai attrapé le pantalon. Ah, ça, je me souviens. J'ai dit, je suis là, je suis dans le placard. Arrive. Arrive. C'est là que j'ai dit « On est là ». Viens avec moi. Monsieur Delanne avait eu le sang-froid de mettre sa femme dans un placard et de se cacher lui-même dans les toilettes. Jean-Yves m'avait briefé bien avant. J'avais posé la question. Si on vient nous chercher, qu'est-ce que je fais? Il me dit, oh là là,
Alors là, il m'a expliqué, tu ne bouges pas, tu feras ça, 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 ça. Donc on avait fait un exercice, il m'avait fait mettre dans le placard, dans telle position. On avait doublé la paroi, on avait mis des matelas pour au cas où il y ait des tirs. Les pirates n'ont pas eu le temps d'ouvrir les placards pour récupérer les otages. Donc on n'a pas eu cette situation de bouclier humain et ça a été vraiment déterminant. J'ai demandé, ça va, il n'y a pas de blessés. Donc là, par radio, il a demandé, pas de blessés, non, pas de blessés. Donc là, enfin moi, ça m'a fait un gros coup, quoi. Enfin, je crois que j'ai été très ému, tu vois. J'ai embrassé le gars qui était là. C'est un moment fort, quoi. Hein. Ouais. J'ai vu dans les yeux de M. Delanne une certaine forme de confiance. Quelque part, dans son regard, il y avait une forme de remerciement. Merci d'être venu nous chercher. Mais également, je savais que vous alliez venir. Moi, j'étais très contente. Je sautais, j'étais contente. Je disais, je vous attendais. Tandis que Jean-Yves, lui, était tellement ému. Quand on lui a dit, bon, il n'y a personne n'est blessé. Jean-Yves, il pleurait. Moi, j'ai pas pleuré. J'étais contente, je suis contente. Le casque pare-balles que je lui mets s'accroche et pendant quelques secondes, je passe mon temps à lui tirer sur les cheveux et elle garde le sourire. Donc c'est un moment assez intense à vivre, d'avoir un vrai visage et non plus la simple photo que j'avais dans notre salle où on planifiait l'opération. Un des commandos qui était très jovial me dit, bon ben on abandonne le navire. Ben, je lui dis non, maintenant, merci, c'est sympa d'être venu, mais non, il faut que je continue, je ramène le bateau en France, quoi. On a la possibilité de récupérer le voilier, on va le récupérer. Et je me rappelle la réflexion du commando qui était là, qui était super sympa. Oh, jamais je me serais vu à la barre d'un voilier, tout content d'être à la barre du bateau. Très rapidement, on reprend les communications. J'imagine très bien la tension qu'il peut y avoir sur le bateau, dans les états-majors. On sait qu'il se passe quelque chose, on attend de savoir, de connaître le dénouement. Donc on a envie de partager la bonne nouvelle avec tout le monde. À bord de la frégate Le Courbet, cela fait maintenant plus de 10 minutes que les communications sont coupées. Les minutes sont un peu longues, oui. Oui, pas facile, jusqu'au moment où on vous dit par radio, c'est bon, on les a, tout va bien, on n'a aucun blessé, les otages ne sont pas blessés, et donc c'est le bonheur. J'appelle le président de la République, je crois me souvenir qu'il était 3 heures du matin, et je lui dis, en des termes assez sobres d'ailleurs, Monsieur le Président, mission remplie, et je me souviens très bien du mot du président, génial. Quand je mets le pied sur le Courbet, quand on commence à monter les pirates à bord, quand on voit le regard des autres, on se dit ouais, on a fait du bon boulot. Le droit maritime international sur les actes de piraterie autorise les Français non seulement à interpeller les Somaliens, mais aussi à les juger sur son territoire. 2 clients à bord. Les 5 pirates du Carédas seront donc ramenés en France, et pour la plupart condamnés à des peines allant de 4 à 8 ans de détention. Pour le couple Delanne, accueilli par le capitaine de la frégate, c'est la fin de 2 longues semaines de captivité. Bonjour monsieur. Merci les gars. Eh ben vous savez que ça fait plaisir de vous voir, hein. Jean. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Comment ça va? Madame.
Comment ça va? Colonel? Ouais, colonel. Bonjour madame. Ah, merci. Il est content de vous voir, vous savez. Ça fait longtemps. On s'attendait. Je pense que cette opération, c'est l'archétype même de l'opération commando, et des commandos marines, avec de la coordination, avec beaucoup de moyens, et puis un objectif au final qui est, pour moi, au-dessus de tout, libérer des gens, sauver, quelque part, c'est sauver des vies. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Le plaisir que l'on a lorsqu'on réussit une telle opération, c'est d'avoir atteint l'objectif qui nous a été fixé. Voilà. Et d'avoir fait travailler les gens ensemble, en sachant qu'on a fait quelque chose de difficile et que collectivement on a réussi à atteindre l'objectif. Chez nous, la notion d'équipe, le travail en collectif est primordial. On ne peut travailler que parce que justement on est tous solidaires et qu'on a confiance dans les uns et les autres. Sinon on ne pourrait jamais atteindre ce qu'on fait. C'est le meilleur moment du monde. On a réussi une mission assez pointue. Il n'y a pas eu de casse. On a récupéré les otages. C'est magique. Le soleil se lève, c'est une victoire. C'est un sentiment de plénitude, quoi. Et je savais que c'était une de mes dernières missions, de toute façon, donc ça avait d'autant plus d'importance.